C'est parti. Hop, super. Et donc, bonjour à tous. Donc, on va vous présenter le social listening. On a prévu une petite présentation que je vais vous partager. Voilà. Donc moi, je suis Charlotte, je suis consultante veille à Lecteur. Donc, on vous expliquera un peu plus après en quoi consiste la veille. Et je suis avec Déborah. Oui, bonjour à toutes. Moi, du coup, je suis consultante en études, donc on verra aussi la différence tout au long de ce webinaire. Donc, juste pour vous mettre un peu de contexte, donc Lecteur, c'est un cabinet de social listening qui a été fondé en 2022 par Antoine Catherine et Adrien Krebs, qui sont les fondateurs de la cellule data et analyse numérique de l'Élysée, et donc qui par la suite ont fondé ce cabinet donc de social listening qui est consacré à l'analyse des conversations sur les réseaux sociaux. On voulait commencer un peu avec un petit chiffre pour rentrer dans le sujet. Donc on a un peu regardé le nombre de mentions de jeux et jouets sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tous les posts qui parlent de jeux ou bien de jouets. Donc vraiment en citant le mot jeu ou le mot jouet sur tous les réseaux sociaux. Donc ça peut être LinkedIn, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, etc. Et donc en un an, on a eu 49 millions de mentions en français. Donc ce qui est quand même considérable. Et ce qui nous fait dire que c'est intéressant d'aller voir ce qui se dit un peu dans les conversations sur ce sujet-là. Euh, oui, vas-y, Ouais. Laura. Et du coup, juste pour c'est une vision d'ensemble de ce webinaire, on va tout d'abord commencer par une petite introduction au social listening pour voilà, un peu savoir vos idées, nous, comment on le définit. Puis après, en fait, on va partir sur des exemples plutôt concrets afin d'illustrer concrètement ce que c'est le social listening. Et du coup, pour débuter ce webinaire, on va essayer de comprendre quelle est votre vision, en fait, aujourd'hui du social listening. Est-ce que vous avez déjà connu ce mot? À quoi ça vous fait penser quand vous entendez ce terme? Est-ce que vous avez des exemples en tête? Et pour cela, on va utiliser le logiciel WooClap. Donc, je vais vous envoyer le lien dans la conversation. Vous avez juste à vous connecter. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre à cette question qui est à quoi pensez-vous lorsqu'on vous parle du social listening, c'est-à-dire un petit nom, un petit exemple, peut-être une définition que vous auriez comme ça euh, dans la tête. Et on va discuter de tous ces termes ensemble. Bien sûr. On a les premiers mots qui arrivent. Ça va vite. Écoute, veille, détection, marque, tendance. Retomber. Pas mal. Réputation. Est-ce que parmi vous, il y avait certaines personnes qui n'avaient jamais entendu parler du social listening? Je ne sais pas si on peut lever la main sur Teams. Anne. Ok. 3 personnes. Bon, en soi, on est pas mal là-dessus quand même sur les premiers mots qui sont arrivés. En soi, ça enveloppe un peu tous ces termes, tous ces réseaux sociaux, perception, analyse de notoriété, c'est ça, l'écoute. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, si je pense que c'est tout bon pour vous, c'est de rentrer concrètement dans qu'est-ce que le social listening. Et alors, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de réputation en ligne, de réseaux sociaux, sauf que le social listening, ce n'est pas seulement ça. Pour être plus complet en termes de définition, le social listening, c'est plutôt écouter, analyser en fait toutes les conversations qui vont être spontanées
en ligne, donc c'est bien ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux. Et ça va être sur une marque, sur un produit, ça peut être sur une tendance. Je crois que j'ai vu ce mot passer sur le nuage de mots, afin en fait ensuite d'en tirer des décisions concrètes pour les clients. Et donc, dans le social listening, il y a deux types d'analyses, donc la veille et les études. Pour commencer, on va vous présenter la veille. Donc, la spécificité de la veille, c'est que c'est en continu et en temps réel. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux au fil du temps, donc de la journée, toutes les nouvelles mentions qui sortent, pour analyser s'il y a des signaux faibles ou des alertes qui sortent. Donc, des signaux faibles, ça va être une mention qui peut nous faire penser qu'il peut y avoir un bad buzz ou une crise par la suite. Et donc, ça va être aussi pendant une crise, analyser la visibilité médiatique de la crise, l'ampleur que ça prend et ce qui est dit sur cette crise. Donc, la veille, c'est vraiment sur la réputation, sur le temps court, savoir pour la gestion de crise et pour ensuite, dans le but d'adapter sa communication de crise et d'anticiper sa communication de crise. Et donc pour ça, on va aller vraiment dans le détail de chaque mention. On va lire les mentions pour justement voir ces signaux faibles. Et donc il y a un peu deux aspects dans la veille. On a tout ce qui est les alertes en temps réel, où là, on va vous remonter très rapidement tout ce qu'on voit qui peut être générateur de bad buzz ou de crise. Souvent, on utilise avec nos clients des groupes WhatsApp pour vraiment remonter rapidement et pouvoir échanger avec eux. Et ensuite, on va avoir des rapports un peu plus complets qui peuvent être hebdomadaires ou mensuels, où là, on va suivre vraiment l'évolution des crises, on va suivre l'évolution des sujets, la réputation en global, comment le sentiment négatif sur votre marque ou sur votre produit évolue. Donc, ça permet vraiment d'avoir un historique sur tout ce qui a été envoyé avant. Oui. Je peux poser une petite question? Comment, enfin, j'ai du mal à imaginer concrètement les alertes, enfin, quel type de signaux faibles tu peux avoir pour voir une crise en fait? J'ai du mal à voir sous quelle forme ça prend en fait. Déborah, ton micro est coupé. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Est-ce que là, vous Pardon. nous entendez? Je n'entendais plus depuis 5 minutes, pardon. Parfait. C'est qu'on a perdu la connexion, mais on revient. Sinon, moi, Vous avez entendu la question ou? On n'a pas entendu la question, non. Ah, pardon. Mais je peux l'entendre en attendant qu'on essaye de remettre la présentation. En fait, je voyais, enfin, je rebondissais sur les signaux faibles. Et quel type de signaux faibles vous pouvez avoir? Et enfin, vous avez quoi? Des mots-clés qui remontent sur certaines marques et qui vous alertent? Ou en fait, comment? J'ai du mal à voir concrètement à quoi ça ressemble en fait. Bah, alors, les signaux faibles, ça, c'est plus la partie qui est en train de se reconnecter. Mais en soi, enfin, Un signal faible, ça peut être, on verra un exemple plus concret après. Par exemple, vous avez une crise on commence à critiquer vos produits par rapport à là où ils sont produits. On va voir sur les réseaux qu'il y a une première mention qui apparaît là-dessus. Et en fait, par la suite, ça peut engendrer un bad buzz dans le sens où ça va être repris ensuite par les médias, par beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et ça va créer une vraie crise. Le signal faible, ça va être vraiment la première mention sur ce sujet-là qui nous permet de nous dire, OK, peut-être que là, ça va générer une crise. OK. Et ça peut être sur plein de tout ce qui est générateur de crise. Ça peut être sur tous les sujets qui peuvent générer un bad buzz finalement. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Anne. Si, si. Bah, et surtout, tu disais, il y a des exemples concrets derrière, c'est ça? Oui, après, on va voir OK. un exemple un peu plus concret. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pendant que... Ok, je vais repartager Merci à Coralie. Oui. Oui, moi, je faisais des surveillances de retombées presse avec Google Alerts à l'époque. Quels sont les logiciels ou quels sont les outils que vous utilisez justement pour ça? Est-ce qu'ils sont privés et propres à votre structure ou est-ce que c'est des choses que l'on peut aussi manipuler de notre Il y côté? a plein d'outils de social listening.
En veille, on utilise beaucoup VisiBrain, TalkWalker. VisiBrain, c'est un outil français. TalkWalker, pardon, Radarly. C'est des outils qui sont payants, mais qui sont sur le marché. Ce pas des outils propres à nous. Et qui permettent un peu de la même façon que Google Alert de mettre une requête, en fait, et d'avoir toutes les mentions sur ce sujet-là. Et Christelle, il me semble qu'il y avait une question aussi. Je crois que c'était les restes de tout à l'heure, savoir qui on avait déjà entendu parler. Effectivement, oui. Effectivement, j'avais juste levé la main pour dire que je ne connaissais pas bien comment on faisait du social listening. Voilà. Ok. Je vais essayer de repartager mon écran. Désolée pour ce petit contretemps. Hop, vous voyez bien mon écran? Ok. Oui, on super. voit. Ok. Ok, donc maintenant qu'on a parlé du côté veille, il y a aussi le côté études, donc partie sur laquelle moi je travaille par exemple. Et en fait, au contraire de la veille, ça va être beaucoup plus ponctuel et ça va être, on va avoir deux types d'études. Ça va être par exemple soit de la réputation en ligne ou même de personnalité. Et en fait, à la suite, pendant ces études, donc nous, on va se mettre en recul de la conversation en ligne, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'anticipation. Ça, c'est la veille qui va nous donner ces insights-là. Nous, on va être vraiment dans l'analyse post-signaux faibles et on va analyser tout ce qui va être les tendances, la perception, aussi les communautés qui peuvent graviter autour d'un sujet en ligne. Et pour cela, on vous montrera des cas qui sont quand même plus parlants ensuite, mais pour que vous ayez un premier aperçu du schéma de comment ça fonctionne une étude, en fait, ça va débuter où on va recevoir un brief, donc soit pour une étude de perception, soit pour une étude de personnalité. Ensuite, nous aussi, on a nos outils pour les études qui sont des outils d'analyse qui vont nous permettre en fait, de mettre en place des recommandations, recommandations qu'on va ensuite restituer oralement, de préférence en présentiel avec nos clients, mais aussi parfois par visio. Voilà. Et il faut savoir que dans les études, en fait, l'analyse ne se fait pas uniquement sur une marque, comme on pourrait le penser assez intuitivement, mais ça peut aussi très bien se faire sur un produit, sur une tendance, sur même un profil d'influenceur. Et pour vous donner des petits exemples, par exemple, on peut faire l'étude d'une réputation en ligne, mais on peut aussi faire une étude de référencement sur les LLM. Donc, les LLM, pour bien resituer, c'est tout ce qui va être, par exemple, ChatGPT, Gemini. Et par exemple, on peut avoir une demande d'études sur, voilà, on veut savoir comment notre marque se positionne en termes sur les LLM, en fait, comment elle est référencée, est-ce qu'elle va apparaître en premier, plutôt en dernier, et pourquoi, et comment faire en fait pour se situer plus haut dans les réponses des LLM. Voilà, on est quand même sur de vastes sujets. Est-ce que vous avez des questions à cette étape-là, sachant qu'on vous donnera un peu des cas plus concrets par la suite pour que vous ayez une idée un peu plus précise? Ok, Parfait. hop. Alors, on va passer au cas concret. Donc, pour la veille, on a pris l'exemple de la Barbie Mattel qui a été annoncée à Vivatech et donc qui intègre une voix IA. Et donc, on est allé voir le volume de mentions sur le sujet. Donc, le pic qui correspond à l'annonce officielle à Vivatech. Et ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est que ça a globalement suscité une vague d'inquiétude chez les parents qui s'inquiètent de voir un objet avec de l'IA et comment il peut interagir avec leur enfant, comment ça peut avoir un impact au niveau émotionnel. Donc, sur les réseaux sociaux, ça a été repris assez négativement. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que sans veille, ça, on l'aurait vu au moment de l'annonce officielle parce que ça a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, donc on aurait vu ces retombées. Mais du coup, on va avoir une communication en réactif. Donc, après avoir vu ça, on va réagir, on va avoir donc la même communication, mais en réactif, et un bad buzz qui surprend un peu. Avec la veille, on peut détecter ces signaux en amont, puisqu'il y avait déjà quelques signaux qui parlaient de cette Barbie. Et donc, ça va permettre de préparer sa communication et de la cibler, notamment pour le moment de l'annonce, et donc d'anticiper le bad buzz et parfois même de le neutraliser. Voilà.
Et ça peut être, donc là, c'était l'exemple d'un produit, mais comme je le disais tout à l'heure à la question d'Anne, ça peut être sur plein d'autres sujets, sur une réputation de marque, sur des produits, sur des concurrents. Ça peut vraiment s'appliquer à tout ce qui englobe votre champ d'action. Et en ce qui concerne en fait du coup les études, on vous a pris un premier cas qui a été en fait la présence de Asmodée au Festival international des jeux à Cannes, où voilà, on a pu analyser en fait toutes les différentes mentions qui sont liées à l'événement. Donc, je rappelle, mentions, c'est tout ce qui va être posts, commentaires, enfin interaction sur les différents réseaux sociaux. Et dans notre étude, on a pu commencer en amont, déjà en regardant les recherches en fait, sur le web, qui montraient en fait l'engouement pré-festival, où on a pu analyser un pic de recherche le 27 février, donc le jour juste avant. Ensuite, on a pu aussi analyser sur toute la période du festival qui durait une semaine, le nombre de postes et l'activité. Est-ce qu'il y avait des jours où il y avait peut-être des pics de postes, ce qui a été le cas le 27 février lors du jeu concours entre Asmodée et IG, où là, on peut vraiment voir en fait sur la courbe ce pic-là. Il faut savoir que sur une semaine, du coup, il y a eu 2700 postes liés à la présence d'Asmodée lors de ce festival. Et en fait, en se plongeant encore plus sur quel type de mentions que disent en fait les conversations spontanées en ligne, on a pu distinguer 4 catégories de mentions différentes. Donc, on va avoir à la fois des mentions qui vont être liées au jeu concours, donc en lien directement avec le pic qu'on vient de voir, des mentions qui vont être liées aux participants sur place, et aussi des mentions voilà, liées aux contenus des influenceurs ou même d'autres petites réactions annexes. Et en fait, on a encore plus plongé en profondeur sur ces mentions-là. On a pu constater qu'un certain First Player a publié une vidéo sur YouTube où voilà, il faisait un peu son débrief du festival en classant les jeux Asmodée qu'il avait pu tester lors de cet événement. Et dans ses commentaires, on a pu distinguer en fait 3 catégories différentes. Donc, une catégorie plutôt enthousiastique, une catégorie plutôt critique et nuancée, et une catégorie donc, de signaux faibles, comme l'a expliqué tout à l'heure Charlotte. Et en fait, toute cette analyse nous a mené au final à pouvoir identifier dans ces commentaires des remarques assez précises sur des jeux précis, où voilà, des utilisateurs exprimaient leur mécontentement ou leur méfiance vis-à-vis d'un jeu, ou pourquoi il n'y avait pas assez de cartes, par exemple, dans un jeu, chose qu'on a pu du coup remonter ensuite à Asmodée directement pour qu'ils puissent mettre en place des ajustements pour les prochains jeux. Voilà. Donc ça, c'était plus une étude d'analyse. Là, on va faire aussi des études de personnalité. Donc là, c'est un autre exemple où là, on a pu faire une analyse du coup d'images, de conversations et de communauté pour un YouTuber français qui s'appelle Squeezie. Je pense que vous le connaissez, qui est assez dans le gaming et qui cumule plus de 20 millions d'abonnés sur YouTube. Et en fait, nous, ce qu'on aime bien faire quand on fait des études de personnalité, c'est de mettre en place des cartographies de communauté. Donc, pour vous expliquer comment fonctionne une cartographie de communauté, parce que c'est assez complexe, il faut savoir que chaque petit point de cette cartographie représente un compte. Donc, ça va être un compte d'un personnel, d'un utilisateur qui peut être sur Instagram, sur YouTube, sur X, un peu partout. Chaque petit point est relié à un autre via un lien, et ce lien-là est une interaction. Ça va être une réponse, une citation ou même un retweet. Et en fait, en fonction de ces interactions entre chaque compte, cette cartographie permet d'identifier des communautés qui vont apparaître du coup de manière colorée selon en fait leurs échanges. Donc ici, on a pu voir qu'il y avait la communauté gaming, la communauté plutôt tournée autour du football. En fait, voilà, là, il y en a 7. C'est 7 communautés qui gravitent en fait autour de Squeezie et qui interagissent soit avec d'autres personnes qui commentent Squeezie, soit avec Squeezie directement. Et à la fin, on peut identifier en fait des communautés centrales. Donc ici, évidemment, la communauté gaming qui est la DA, on va dire, de Squeezie. Mais aussi, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a pu remarquer une communauté fan de K-pop, chose qu'on n'aurait pas pu déceler en fait, sans cette cartographie de communauté. Et là, on a
permis de l'identifier. Et on a pu du coup faire une recommandation, en fait, on va dire à l'équipe de Squeezie en général, qui était que voilà, vous avez une marge de manœuvre totalement possible sur cette communauté des fans de K-pop qui est super engagée, puisque c'est la deuxième communauté après la communauté gaming qui est assez évidente, on va dire. Donc voilà ce qu'on peut faire aussi lors des études de personnalité. Et pour vous montrer un dernier exemple de ce qu'on peut faire dans le champ des possibles, nous, ce qu'on aime bien faire chez Lecteur, c'est mettre en place des dashboards interactifs. Donc, en fait, pour vous montrer, ça se présente sous forme d'une page web que vous pouvez consulter à tout moment. Le plus souvent, c'est des pages web qu'on alimente au fur et à mesure. Ça peut être, par exemple, tous les jours, on vous met les mentions négatives et vous pouvez aller voir ce qui est dit. Ou on vous met comment évolue la réputation, le nombre de mentions. Et donc, tous les jours, vous avez cette évolution. Vous pouvez aller voir directement sur le dashboard. Celui qu'on vous présente aujourd'hui, c'était un dashboard qu'on a fait pour Lego. Celui-là, il n'évolue pas. Il était fait à un moment donné et en fait, on l'a fait avec Junior City qui a interrogé 900 enfants de 6 à 12 ans en leur demandant quelle personnalité ils connaissaient et qui était leur préféré. Donc, ça a été dans plusieurs domaines. Il y avait la création de contenu, la musique, le sport, la télé. Et par exemple, si on prend la musique, on voit que c'est Soprano qui ressort le plus donc dans la matrice. Donc, c'est la personne que les enfants connaissent le plus. Il y a 80% des enfants qui le connaissaient. Et sur ces 80 enfants, il y en a 59 qui l'écoutent. Enfin, 59%, pardon. Donc là, on peut aussi trier en fonction de l'âge. Si on change l'âge, voilà, on voit que les 6-8 ans l'écoutent encore plus. Et on voit aussi les préférences. Donc, spontanément, il y a 16% des enfants qui le citent comme leur chanteur préféré. Et ici, vous avez un peu un graphique pour vous montrer où est-ce qu'il est écouté. Donc, le plus, c'est sur YouTube. Et donc, par exemple, si on regarde pour Inoxtag, donc pareil, là, on voit comment il se place par rapport à ses concurrents. On voit qu'il est pas mal suivi sur TikTok. Et on voit donc 77% des enfants qui le connaissent qui le suivent. Et donc ça peut permettre, par exemple, si vous cherchez des ambassadeurs ou des communications de marque, de savoir un peu quelle personnalité pour ajuster en fonction de votre cible. Donc voilà pour les dashboards. Hop, je reviens sur la présentation. Et donc, on passe donc aux questions. Si vous avez des questions, s'il y avait des choses qui n'étaient pas trop claires, ou des interrogations, ou même si vous voyez une application, vous, dans votre métier, et que vous voulez nous la partager. Donc, on vous écoute. Hop, je vais arrêter. Oui. Je crois que c'est Coralie, je crois, qui a commencé par lever la main. J'avais une petite question, c'est super, mais seulement il peut y avoir aussi des parasites, entre guillemets. D'un côté, il y a des influenceurs, des gens qui sont payés pour la publicité, qui peuvent peut-être un peu fausser la data. Et de l'autre côté, il y a le côté négatif, donc des bad buzz, soit c'est spontané, soit on n'ose pas imaginer que c'est soit payé par la concurrence, mais enfin, on ne sait jamais. Comment vous arrivez justement à faire le filtre dans tout ça, dans ce qui est la vraie conversation, et puis des choses qui sont un peu pilotées, soit par la rémunération, soit par des lobbies. Allez, on prend un autre univers, mais il peut y avoir aussi des lobbies écologistes, etc. Ça existe. Oui. Je pense qu'il y a 2 points. Déjà, on analyse des conversations qui sont dans un volume assez énorme, parce que les conversations en ligne, spontanément, il y a beaucoup de mentions. Donc là, par exemple, c'était 49 millions sur Je vais jouer, mais sur une marque, ça va être aussi un volume énorme, ce qui nous permet de faire que finalement, ce qui est en collaboration commerciale va être moins significatif par rapport, si on regarde en qualitatif, par rapport au nombre total du volume. Et ensuite, quand on fait des analyses, on cherche aussi à voir quelle partie donc, est en paid, quelle partie a été activée pour justement un peu ne pas biaiser notre analyse, notamment quand on analyse par rapport aux concurrents. Voilà, donc on va aller voir un peu ce qui a été fait en paid et ce qui est vraiment spontané. Quelle part est l'un ou l'autre. Mathilde? Oui, tout à fait. J'avais une question, je voulais savoir si les outils que vous utilisez permettent d'être exhaustifs ou est-ce qu'il y a des choses qui passent à travers?
Et j'avais une autre question, je voulais savoir si les critiques positives, négatives, c'est automatique, c'est le classement, il est fait de manière automatique ou est-ce qu'il y a une intervention humaine à un moment pour ça? Alors, pour la première question, c'était pour la veille, pour les signaux faibles. C'est pour savoir, est-ce que les outils que vous utilisez, ils sont exhaustifs ou il y a des choses qui passent à travers si elles sont mal référencées, par exemple? Alors, le but, c'est d'être exhaustif. Donc, normalement, avec une requête, ça va aller scraper sur les réseaux sociaux toutes les mentions avec le terme qu'on a demandé. Après, il se peut que de temps en temps, il y ait des mentions qui ne soient pas scrapées par les outils, mais les outils sont quand même très performants et donc c'est très rare qu'il y ait des posts qui ne soient pas remontés. Et souvent, s'ils ne sont pas remontés, c'est qu'ils ne sont pas significatifs en termes d'engagement ou de. C'est vrai, enfin, la plupart du temps, ils sont tout remontés. Quand on fait des études, on s'intéresse moins à un post en particulier. Ce qui fait que s'il y a un poste qu'on rate, ça ne va pas changer la globalité de l'étude. Et quand on fait de la veille, on va aller compléter toute notre veille avec on va aller chercher aussi à la main les mentions. On va mettre en place des systèmes pour vraiment n'en rater aucune, parce que là, c'est vraiment important d'en rater aucune, comme on est dans la détection de signaux faibles. Donc, ça peut arriver que les outils ne soient pas, enfin, en rate quelques-unes, mais c'est vraiment très, très rare. Oui, et aussi, on fait en sorte d'avoir plusieurs outils afin qu'ils soient complémentaires. C'est-à-dire que certains outils, par exemple, vont pas détecter LinkedIn et on va avoir un autre outil qui, lui, va être focus sur LinkedIn. Et du coup, en fait, en combinant cette complémentarité de nos outils, on arrive à être assez complet. Et comme dit Charlotte, parfois, des mentions qui ne sont pas assez significatives vont ne pas être détectées, mais du coup, c'est qu'elles sont pas importantes. Mais il n'y a pas des plateformes qui sont suffisamment techniques pour vous fermer leur accès. Tu parles de LinkedIn, mais il n'y a pas, par exemple, enfin, plateforme, c'est pas le bon mot, mais Certains réseaux sociaux, ouais. Non, il n'y a pas. En termes d'API, le plus compliqué, c'est LinkedIn. D'accord. Et VisiMail est un des seuls outils qui le fait vraiment très bien et donc qui pallie à ce fait que certains outils soient plus difficiles d'accès. Et on peut faire de la veille sur tous les outils. On peut aussi veiller. Maintenant, il y a ça se fait beaucoup en vidéo. Parfois, on a des vidéos TikTok où les gens vont parler d'une marque sans la mentionner, par exemple dans les sous-titres. Ça, on peut le veiller aussi. Tout ce qui est audio, tout ce qui est image, c'est des choses qu'il est possible de veiller, qu'on veille tous les jours maintenant. et c'était quoi la deuxième question? Je crois qu'il y en avait une deuxième. Oui, c'était pour savoir si les critiques, elles étaient automatiquement classées positifs, négatifs ou à quel moment il y avait une intervention humaine pour ça? Dans le cadre des études, en général, nos outils nous permettent en fait de directement classer par sentiment, donc sentiment négatif, sentiment positif, sentiment neutre. Et du coup, à la suite de ça, on identifie les critiques. Après, parfois, il y en a certaines qui sont considérées comme positives alors qu'elles vont être ironiques. Donc, c'est aussi ça. Après, là, l'intervention humaine, elle va être là pour vérifier aussi s'il n'y a pas ce petit problème-là parfois, mais en tout cas, les outils nous permettent en fait d'identifier directement et de classer en positif, négatif, neutre. Merci. Oui, Du coup, moi, j'ai une question qui est très concrète. On a vu parler de Lego, mais bon, tout le monde n'a pas les budgets de Lego. Et c'est à voir, est-ce que vous avez des idées de budget pour ce type de requête? Je sais peut-être, c'est peut-être un peu large ce que je vous demande, mais est-ce que vous n'avez pas des types de budget associés à certaines requêtes, ouais. Pour nous en fait, guider un peu de quoi on parle en fait. ça dépend vraiment de l'étude qu'on fait, du temps que ça va nous prendre derrière. Et, et donc, en fait, le plus simple, si vous avez une idée une étude précise, vous pouvez nous envoyer un mail et après, on peut se faire un rendez-vous où on en parle pour vraiment cerner le besoin. Parce que nous, on a vraiment tout un travail avec le client pour bien comprendre le besoin, le brief. Et ensuite, ça dépend du temps que ça prend. Enfin, ça dépend d'une Très étude à variable. l'autre, c'est vraiment très différent. Et par exemple, les veilles, c'est moins cher que les études ou c'est l'inverse? Non, tu peux Les pas mails, ça répondre va comme être ça. récurrent. Donc, quand on est sur des études, ça va être une fois pour une étude. Ah oui, Une veille, c'est en temps continu. Du coup, ça va être un package par mois. d'accord, ok. Ok.
Est-ce qu'il y a encore des petites questions ou, Catherine? Du coup, je enchaîne sur ce qu'a dit Anne. Si on n'a pas de budget, c'est quoi nos réflexes à nous devrait avoir chacun pour notre marque ou pour la société pour laquelle on bosse, déjà, sans votre aide? C'est quoi vos recours? Je ne sais pas si vous suivez déjà, moi je parle pour tout ce qui est l'aspect plus veille, parce que c'est là-dessus que je travaille. Je ne sais pas si vous suivez les réseaux sociaux, mais par exemple, je pense qu'avoir déjà un compte, à part pas le vôtre, par exemple sur Instagram, un compte que vous alimentez qu'avec les contenus de votre marque, ça va faire que vous allez avoir un algorithme qui référence un peu mieux tout ce qui est associé à votre marque, et vous pourrez déjà un peu voir plus les signaux qui sortent quand il y a un bad buzz, pour l'identifier plus rapidement. Ça peut être une première piste quand vraiment on n'a pas, pour veiller, ce ne sera pas de façon exhaustive, mais pour avoir un peu des informations et des signaux faibles. Et après, en termes d'études, si par exemple, imaginons que vous voulez savoir comment se positionner un concurrent, ce qu'il fait, les bonnes pratiques ou alors les erreurs à éviter, en fait, aussi les suivre sur les réseaux sociaux permet d'être toujours à l'affût de ce qu'ils font et de savoir leur bad buzz ou aussi leur tendance, par exemple, réseaux sociaux qui ont très bien marché et donc vous pouvez totalement vous inspirer. Est-ce que les alertes Google qu'on peut programmer ou des outils IA aujourd'hui peuvent déjà faire une première démarche? Les alertes Google, ça va vous permettre, en fait, vous ne serez pas du coup en amont, parce que ce sera plus un signal faible quand ça sort sur la presse, c'est souvent que ça a déjà pris de l'ampleur, mais en tout cas, ça vous permet d'identifier qu'il y a une crise, et donc c'est aussi une crise ou en tout cas que quelque chose est en train de se passer. Et donc oui, c'est aussi très important de suivre ça. Et je pense qu'en complément d'un compte Instagram ou X qui soit assez alimenté et avec un bon algorithme, vous pouvez déjà avoir pas mal de signaux faibles. Je ne sais pas s'il restait des questions. Non, pas d'autres questions? Bon, eh bien, merci mesdames. Oui. Merci à tous. J'espère que ça vous a aidé. On essaiera d'impulser d'autres webinaires au fur et à mesure de l'année, qui soient comme ça des petites touches au fur et à mesure de l'année pour rester aware de ce qui se passe. Et si vous avez des idées, des demandes, des envies sur des sujets, n'hésitez pas aussi à nous envoyer un petit message. Ce sera écouté et si possible suivi. Voilà. Et Catherine, juste, nous, de notre côté, on tenait quand même à remercier que c'est grâce à Junior City que ce webinaire a pu exister et que voilà, maintenant Delphine est membre aussi de Women in Toys, donc ça a permis ce rendez-vous ce midi et que maintenant voilà, Junior City et Victor collaborent ensemble, donc ça promet de belles choses pour la suite. Merci Absolument. beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on y répondra avec plaisir. Ça marche. Merci beaucoup, mesdames, et à très bientôt. Et on se voit ensemble. Oui. À bientôt. Bon, bel été à tous. Merci, au revoir. Merci, Au belle revoir. été. Au revoir.